Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir un de nos clients historiques Checkpoint ce matin pour échanger autour de sa transformation digitale et sa migration vers le cloud, et plus précisément de la gestion des infrastructures on-prem et dans le cloud. Je suis Cynthia Sayeg, Account Manager chez Checkpoint et je suis accompagnée de Sébastien Esteban, responsable de la production informatique, adjoint au sein d'une société d'assurance européenne pour le risque professionnel, et Adrien Merveille, directeur technique Checkpoint France. Nous allons aujourd'hui, comme évoqué ensemble, échanger autour de la sécurisation des environnements hybrides chez notre client. Donc, il existe plusieurs modèles d'adoption cloud. Et donc, on a en général des personnes qui viennent du monde on-premise, donc qui sont avec des architectures physiques qui maîtrisent et qui vont essayer de déplacer vers le cloud. Donc, ce premier modèle s'appelle le lift and shift, et qui consiste en fait à transporter une application des serveurs physiques vers des serveurs physique, mais dans le cloud, sans utiliser les concepts cloud. La deuxième approche, c'est celle qu'on appelle le cloud native. Ça va consister à utiliser de base des services cloud qui n'existent pas on-premise et qui vont permettre d'être plus agiles dans le déploiement d'applications. Et il existe une troisième approche qui est un petit peu entre les deux, donc qui est de créer des nouveaux services lorsqu'on a une infra on-prem directement dans le cloud, basée sur cette approche cloud native. Et c'est dans cette troisième catégorie qu'on a voulu faire témoigner Sébastien, donc notre client, qui va nous raconter un petit peu sa migration sur le cloud. Merci Adrien. Du coup, Sébastien, je vais te laisser un petit peu présenter la société et le contexte qui t'a amené vers la réflexion sur cette migration. Très bien. Donc, si on peut passer à la slide suivante, voilà, merci. Donc, notre entreprise est une société d'assurance. Effectivement, pour le risque professionnel, on est une société à taille humaine, à peu près 500 utilisateurs. On travaille avec une centaine d'avocats également qui travaillent exclusivement pour nous, une centaine de courtiers en assurance aussi. Notre entreprise est basée principalement en France, mais on travaille aussi pas mal en Europe. Cette entreprise fait aussi environ 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si on passe à la slide suivante, en fait, notre entreprise est de taille moyenne, mais il y a une grosse direction informatique, parce qu'en fait, comme c'est une société d'assurance avec des produits bien particuliers, on a une cinquantaine de développeurs qui travaillent pour nous pour fabriquer les produits métiers qui n'existent pas sur étagère. Donc, cette DSI est composée d'une cinquantaine de développeurs et de 15 personnes environ qui sont en charge de la production, donc 4 personnes à la sécurité. Donc, en tout, on a une DSI à peu près de 80 personnes. Ça fait une grosse population par rapport aux utilisateurs, mais voilà, c'est par rapport à ce besoin métier de développer nos propres produits. Pour la partie IT, on est aujourd'hui sur une ferme serveur d'environ 250 serveurs de production et 200 serveurs de développement, là où toute notre partie développeur peut utiliser ces serveurs et ces 14 environnements pour déployer de façon progressive les applications, les montées de version et faire tester les métiers au fur et à mesure des demandes. Super, merci beaucoup Sébastien. Adrien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Checkpoint et des évolutions de ces dernières années? Oui, bien sûr. Il y avait peut-être l'aspect réseau. Ah oui, avant. Effectivement. Sur notre partie architecture, donc là, comme on peut le voir, cette partie-là, on est sur la partie France, donc le campus France et le campus Belgique. Donc, on est protégé par Checkpoint, dont on travaille avec Checkpoint depuis de nombreuses années. On a un cluster de firewall sur la partie France, qui est sur 2 data centers. On a un autre cluster également, qui est sur la partie Belgique. On a relié ces 2 clusters via VPN, et on a la possibilité de les manager d'une seule et même façon grâce à la console de management Checkpoint. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui nous tenait à cœur d'avoir cette console un peu centralisée, déjà pour cette partie gestion des clusters et en plus à 2 endroits différents par rapport géographiquement. Sur la partie France, on est sur 2 data centers, donc on a nos fermes de serveurs développement et nos fermes de serveurs de production qui sont redondées, qui sont en capacité de basculer en cas de défaillance d'un data center. On a également mis en place, grâce à Checkpoint, la partie VPN utilisateur, donc les accès utilisateurs, qui a été très fortement sollicité dans le cadre du Covid. Et on a pu mettre en place ça très rapidement. La montée en charge a pu
a pu être effectué et a été supporté par les boîtiers. Super, merci beaucoup pour ce point sur l'architecture. Du coup, Adrien, est-ce que tu peux nous parler rapidement de Checkpoint, s'il te plaît, et des évolutions de ces dernières années? Oui, alors Checkpoint est une société qui existe depuis 30 ans. Vous l'avez peut-être connu sous ce logo, qui est un logo bien connu dans la cybersécurité, puisque Checkpoint a été le lanceur du firewall moderne. Alors, firewall moderne d'il y a 30 ans n'est pas le firewall qu'on propose aujourd'hui, mais en tout cas, c'était dans l'approche du modèle, était innovante. Mais aujourd'hui, Checkpoint a étoffé son offre pour être en capacité d'offrir à ses clients la totalité de solutions de sécurité capables de couvrir les vecteurs d'attaque d'une entreprise moderne, donc d'une entreprise d'aujourd'hui, avec du cloud, avec du télétravail, etc. Et donc, pour marquer un petit peu cette rupture et pour décoller cette image de vendeur de firewall, on a transformé notre logo. Et donc, maintenant, vous allez nous reconnaître sous ce signe-là. Pour vous présenter très brièvement ce que nous proposons aujourd'hui, je veux bien passer à l'image suivante. On a 3 familles de solutions produits, donc qui sont elles en charge de couvrir des vecteurs d'attaque, donc vraiment protéger un périmètre. On a Quantum, qui est notre famille historique, donc dans laquelle on va retrouver nos firewalls, une approche aussi un petit peu SASI, de la protection de l'IoT, entre autres. On a une deuxième famille dont on va principalement parler aujourd'hui qui s'appelle CloudGuard, qui adresse la sécurité des environnements cloud. Et puis une famille Harmony qui couvre l'usage des utilisateurs et de leurs accès. Donc on va retrouver là-dedans des solutions qui s'installent sur les terminaux utilisateurs, les postes, les téléphones, mais également des accès avec la protection des suites collaboratives, de la messagerie, du Teams, etc. Et puis on a deux items un petit peu transverses. On a une famille qui s'appelle Horizon qui va plutôt fournir des services et des outils pour gérer les incidents de sécurité dans les entreprises. Donc on va retrouver de l'XDR par exemple, ou aussi des services managés pour faire du SOC externalisé. Et puis le fameux Threat Cloud dont je reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure, qui est un petit peu le cerveau et qui permet de fournir à toutes les solutions de partager la même base de Threat Intel. Très bien. Checkpoint, je vais bien passer à la slide suivante. Checkpoint se développe aussi en termes d'acquisition. On vous a représenté sur cette image les dernières acquisitions de ces dernières années. Je voudrais mettre l'accent sur notamment une des premières qui date de 2018, qui s'appelle Dome9, qui a été le fondement de notre offre CloudGuard. Alors c'est une offre qui est 100% API, donc qui est un outil SaaS qui vient donner de la visibilité et du contrôle sur des infrastructures cloud. Et puis plus récemment, je vais mentionner les dernières qui datent de cet été, Perimeter 81 et Atmosec, qui sont 2 offres qui viennent compléter notre offre SASI. On parle beaucoup de Move to Cloud ces dernières années. Est-ce que tu peux un petit peu, Sébastien, nous expliquer ta définition de ce concept qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui? Oui, Cynthia. Alors, nous, effectivement, comme tout le monde, on s'est pas mal renseigné sur le sujet. Comme on l'expliquait en début de webinaire, il y a plusieurs façons d'appréhender la stratégie pour partir sur le cloud. On a décidé, nous, de pas faire du lift and shift, de se dire on fait du 1 pour 1, déplacer du 1 pour 1 une infrastructure on-prem pour la mettre dans le cloud. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de voir quels sont les avantages. Pourquoi est-ce que je déplacerai vers le cloud ou pourquoi est-ce que je garderai on-prem telle ou telle application ou tel service. Et l'idée, c'est à chaque fois de se challenger sur les compétences qu'on a en interne pour gérer ou pas cette solution, la capacité de le faire au niveau structure ou technique, et aussi des questions de coût. Voilà, donc l'idée, c'est à chaque fois, on a un petit challenge et on réfléchit quel sera le meilleur endroit où poser l'application. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a motivé cette transformation et quand est-ce que vous l'avez initiée au sein de l'entreprise? Alors nous, en fait, qu'est-ce qui a motivé? On n'est pas du tout réfractaire à la technologie. On pourrait avoir peur un peu des nouvelles technologies. Nous, dans notre entreprise, on s'est dit, la partie cloud, c'est quelque chose de nouveau, effectivement, mais depuis de nombreuses années, on voit que c'est quelque chose qui marche. On a un petit peu aussi de notre côté cet adage où on se dit, on sera pas les derniers à éteindre la lumière, mais on va pas être les premiers non plus à l'allumer. Donc c'est l'idée de pas être trop en retard, de pas avoir trop de dettes techniques
de notre côté, et on sait que la partie cloud, il faut s'y mettre. Et donc l'idée, c'est de se former et de trouver des solutions et des capacités techniques dans le cloud. Et dès que c'est opportun, on est partant. D'accord. Et à partir du moment où, du coup, on a décidé d'aller vers cette transformation, comment se fait le choix du cloud provider? Alors nous, notre côté, on est très Microsoft. Côté développeur, historiquement, on était très Microsoft, donc forcément, on a été plus orienté vers Azure très rapidement. D'accord. Donc on est parti sur Microsoft Azure, qui répond à nos besoins et qui s'interconnecte vraiment très bien par rapport à notre système d'information. D'accord, très bien. Et à partir du moment, du coup, on le choisit, ce cloud provider, comment est-ce qu'on fait le choix du type d'application qu'on va garder on-prem ou qu'on va mettre sur le cloud? Alors, nous, dans notre système d'information, on avait recensé une centaine d'applications critiques. D'accord. Aujourd'hui, on a pu en migrer une vingtaine. Et là, comme ce que je te disais au début, l'idée, c'était de voir un petit peu par rapport au service, par rapport à l'application, qu'est-ce qui était opportun ou pas de déplacer. Et aujourd'hui, on a déplacé un certain nombre d'infrastructures, de services d'infrastructure. Tout ce qui va être assez orienté administration, tout ce qui va être orienté avec la capacité d'être directement connecté depuis Internet sur Azure, notamment quand on est en télétravail. Oui. Toute cette partie-là. Donc, on voit bien qu'on a un intérêt à ne pas le mettre chez nous. Ça oblige à se connecter en VPN ou à créer un certain nombre de connexions pour que les utilisateurs ou les clients viennent se connecter chez nous. Si on peut le déplacer dans le cloud et utiliser en fait le maillage Internet directement pour aller se connecter à ces ressources, c'était plus pertinent. D'accord. Donc, on enlève la complexité, on apporte un peu plus d'agilité. Mais du coup, il y a des risques qui s'imposent dans cette migration et dans ce choix-là. Est-ce que tu en as identifié quelques-uns et comment est-ce que tu les as un petit peu gérés? Ouais, tout à fait. Sur la partie cloud, on a pris conscience, comme on s'était assez renseigné, le premier risque qu'on avait identifié de notre côté, c'était la partie de la mauvaise configuration. On en a souvent entendu parler dans les médias. Les défauts de configuration qui font exposer un nombre de données incalculables et qui sont des données privées, par exemple, ou des données stratégiques d'une entreprise. Donc cette mauvaise configuration qui est souvent une erreur humaine, finalement. Donc ça, c'est le premier risque qu'on avait identifié. Et donc l'importance de se former ou de bien comprendre les outils qu'on utilise pour pas avoir ces défauts de configuration. Le deuxième risque qu'on avait identifié, c'est la gestion de l'identité. La gestion de l'identité dans le sens, voilà, je mets une ressource à disposition, notamment sur la partie cloud, tout de suite on met à disposition en général, ça va très vite, en tout cas c'est très facile de l'ouvrir sur Internet. Donc à qui je donne le droit, à quelles applications, parce que ça peut être une personne mais ça peut être une application. Voilà, comment est-ce que je gère les accès à ces données que je donne et à ces droits que je donne. Quel niveau de droit aussi. Et tout à fait. Très bien. Et nous, du coup, Adrien, du point de vue plus global de nos clients de Checkpoint, est-ce qu'on voit du coup plus de risques qui remontent? Oui, effectivement, en complément de ce que Sébastien a dit, qui sont effectivement des risques qu'on voit, qu'on retrouve très très souvent. Vas-y. Ah oui, il y en a quelques-unes en retard, elles étaient masquées, celle-ci. Excusez-nous. Encore une. Bon, encore, s'il te plaît. Dernière. Merci. Voilà, on va retrouver principalement des craintes quant à la visibilité des environnements. Donc effectivement, quand c'est on-premise, on maîtrise les investissements, on maîtrise les développements, on maîtrise les mises en production. Sur le cloud, on peut tout faire en 3 clics et les équipes RSSI ont souvent peur de perdre le contrôle, de perdre la visibilité. Et donc c'est un risque qui revient très souvent. On verra dans la suite de la présentation qu'il y a des solutions pour récupérer cette visibilité et même aller au-delà en appliquant des grilles de conformité sur ces environnements. Mais en tout cas, effectivement, la visibilité est peut-être le risque que je mettrais dans les plus élevés. Et bien sûr, qui dit manque de visibilité va donner suite à des mauvaises configurations, à de la perte de visibilité sur la gestion des droits, etc. Donc c'est peut-être le premier qui reviendrait. Et puis ensuite, on va retrouver des risques qui sont des risques qu'on retrouve aussi sur des environnements on-premise, comme la détection de menaces avancées. Effectivement, on va retrouver des malwares, des menaces 0D, des vulnérabilités sur les environnements cloud, parce que voilà, il y a des nouvelles technos, il y a des nouveaux environnements, et donc il y a des nouvelles vulnérabilités, des nouveaux vecteurs d'attaque. Et puis il y en a un dernier dont on va pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais le cloud est aussi un environnement où on va retrouver des infrastructures as code. Donc, c'est-à-dire que l'infra va être développée, les applicatifs vont être développés avec du code.
Et donc, la mise en place, dans un contexte CI/CD où on est toujours en train de développer, la mise en place de code qui laisse place à des vulnérabilités devient un vrai risque dans le cloud. Et il est nécessaire de positionner des outils qui vont donc analyser le code au fur et à mesure qu'on le crée, qu'on le développe, pour empêcher sa mise en production si jamais il contient des mots de passe en clair ou des vulnérabilités. Très bien. Du coup, face à tous ces risques, toi, Sébastien, comment est-ce que tu as abordé cette sécurité dans ton projet de migration? Alors nous, ce qu'on a fait, effectivement, on l'a vu très, très brièvement, il y avait un schéma, effectivement, qui était prévu. On a mis en place du VMSS côté Checkpoint. Donc, c'est le Virtual Machine Scale Set, le côté Checkpoint sur Azure, ce qui nous a permis, en fait, d'avoir trois types de clusters, en fait, Checkpoint, qui nous a permis via la console, de pouvoir les manager d'une seule et même façon, de consolider en fait l'accès et notamment la partie log, la partie règles sur une seule et même console et de pouvoir gérer cet ensemble de sécurité, de firewall de sécurité depuis un même endroit. Et également la possibilité de récupérer donc toutes les données. Donc on a les règles bien sûr, mais on a aussi toutes les données, tous les logs qu'on peut après corréler dans un SIEM pour voir ce qui se passe, et également la possibilité d'avoir tous les dashboards qui sont directement récupérables depuis la console. D'accord, très bien. Maintenant qu'on a vu les risques et comment est-ce qu'on gère cette sécurité, on se pose souvent la question du point de vue humain des équipes. Quel impact va avoir cette migration, cette transformation digitale? Est-ce qu'on a une façon d'appréhender justement le côté humain et de l'optimiser avant de démarrer cette transformation? Oui, tout à fait. Alors nous, de notre côté, on avait compris qu'effectivement, ça demandait des compétences. Ça demandait des compétences à la fois sur la partie sécurité et sur la partie infrastructure. Donc, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a formé pas mal les utilisateurs. Et on avait une seule et même équipe, infrastructure sécurité, qu'on a formé petit à petit sur les différents produits, que ce soit sur du checkpoint, sur du cloud, etc., ou sur des technologies. Et on s'est rendu compte qu'on en demandait peut-être un peu trop aux équipes, parce qu'on ne pouvait pas être expert dans tous les domaines, c'est plus possible. Et même dans le cadre de recrutement, on voyait bien qu'il y avait des problèmes. On sélectionnait des compétences par rapport à d'autres pour étoffer un petit peu les équipes. Donc en fait, ce qui s'est passé chez nous, on a décidé de scinder les équipes en deux, d'avoir une équipe qui est plutôt dédiée infrastructure, système et réseau, et une autre équipe qui est plutôt dédiée sécurité, cybersécurité. Et ça a été très bien pris par les équipes. Chacun a pu regarder quel était son domaine de compétences préféré et a pu se positionner. Et là, aujourd'hui, on est même en phase de recrutement pour étoffer les équipes sur cette partie-là. D'accord, très bien. Du coup, ça permet des formations, du recrutement et une évolution aussi interne sur cette partie-là. Et du coup, sur l'infrastructure physique, est-ce que tu as noté aussi des impacts conséquents sur ce changement? Oui, tout à fait. Sur la partie infrastructure physique, quelque part, le fait d'ouvrir sur le cloud, ça ouvre un troisième data center avec des possibilités qui sont illimitées quelque part. Donc ça joue forcément sur la partie infrastructure physique on-prem, et notamment dans le cadre de renouvellement ou pas d'infrastructures, ou le dimensionnement de ces infrastructures. Ça nous permet aussi de voir si on avait des infrastructures qui étaient un petit peu en surutilisation. Mais dès qu'on va commencer à déplacer des environnements, ça va permettre de soulager ces infrastructures. Et dans le cadre d'un renouvellement, peut-être de voir le sizing, peut-être de downgrader cette partie sizing, oui, et à la faveur du cloud. D'optimiser un petit peu toute ton infra. Et maintenant, du coup, que tu as commencé à migrer quelques applications, quelles sont les prochaines étapes que tu vois dans ton move to cloud à venir dans le prochain mois? Alors, je crois tu m'as oublié un moment. Si on peut repasser sur les slides, il n'y a pas de souci. Encore, ça on l'a fait à l'oral. Voilà. Ah oui, tout à fait. Sébastien, tu parlais de consolidation. C'est ça. Donc c'est effectivement dans cette approche que Checkpoint se positionne aujourd'hui. Donc on a parlé des différentes familles de solutions. Donc là vous retrouvez la vue avec ces familles, avec un peu plus de détails sur ce qu'on est capable de proposer. Mais le but de cet écosystème, c'est pas de vendre des produits isolés qui vont fonctionner de manière indépendante. C'est vraiment d'avoir une architecture de sécurité qui va offrir
à nos clients une sécurité homogène sur tout l'écosystème. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, vous faites du filtrage d'URL sur les firewalls aujourd'hui, demain vous déployez notre DR, pour un utilisateur à distance, vous allez appliquer un contrôle sur les URL auxquels il a le droit d'accéder, qui sera exactement le même qu'un utilisateur qui est protégé derrière le firewall. Donc le but, c'est d'avoir cet écosystème de solutions avec ce niveau de sécurité homogène. Et pour les administrateurs aussi, la consolidation est quelque chose de très important, puisque les équipes qui gèrent la sécurité, et pas que les firewalls, la sécurité au sens large, chez nos clients, chez vous, c'est 4 personnes, c'est quelque chose de tout à fait standard. Il y a même des structures qui ont moins de personnes que ça. Donc, il est essentiel d'avoir des produits qui fonctionnent ensemble et qui vont se gérer ensemble. Donc, il y a cet aspect management chez nous. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante qui est très importante. Et là, vous avez la vue technique réelle de l'interface de management qui permet de gérer cet écosystème de solutions. Parce que des solutions qui fonctionnent ensemble, c'est plus simple. Parce que d'un point de vue compétences, c'est aussi plus simple. Donc, c'est plus abordable, surtout aujourd'hui où on vit dans un écosystème où il y a des centaines et des centaines de solutions de cybersécurité. Pour revenir aussi un petit peu sur la partie cloud, je veux bien qu'on passe à la suivante. Donc, on va d'abord parler un petit peu de ce qui a été mis en place chez Sébastien avec la transformation de notre firewall physique en firewall cloud pour être adapté à certains modèles. Donc, on va retrouver dans ce firewall des briques de sécurité avancées. Donc, on va retrouver bien sûr le filtrage réseau, mais ça va bien au-delà. On va monter dans les couches applicatives. On va pouvoir faire du déchiffrement SSL, de la protection d'accès web, de la détection de malware, de bots, etc., et même de 0D. Mais dans un modèle qui va être adapté au cloud. Et donc, dans ce modèle-là, je veux bien qu'on passe sur la suivante. Dans ce modèle-là, on a des préconisations d'architecture. Donc, celle-ci que je vais vous montrer est la plus générique. C'est pas celle que Sébastien a mise en place, et je vous dirai pourquoi. Mais en tout cas, l'architecture qu'on préconise dans ces environnements cloud, c'est une architecture hub and spoke. Donc, hub, c'est-à-dire il y aura des zones différentes dans l'infra cloud, et on va positionner un ou deux hubs. Donc, sur ce schéma, vous en voyez un qui est au nord et un qui est au sud, avec des rôles un petit peu différents. Alors, dans le contexte de Sébastien, il en a mis en place qu'un seul, et après, ça dépend un petit peu de l'infra cloud qu'il y a derrière. Donc, dans ce modèle-là, on va retrouver des rôles d'accès distant, donc des flux entrants qui vont venir de l'extérieur. Par exemple, pour un site de e-commerce, ça va être tous les utilisateurs qui vont se connecter au site pour en acheter. Et là, on va avoir besoin un petit peu de dynamisme, et on verra comment. Et puis le hub sud va être plutôt responsable de la sortie Internet des applications internes et également de la connexion avec les infrastructures on-premise. Et puis derrière, donc ces hubs vont nous permettre d'appliquer à la fois de la sécurité entrante et sortante, comme un firewall nord-sud, mais également entre les différents subnets ou VNets de production pour faire de la microsegmentation à l'intérieur même des VNets. Voilà une vue un petit peu plus détaillée de cette infra, et on remarque dessus deux types de déploiements que nous supportons sur Azure, mais c'est aussi vrai sur d'autres providers cloud. Donc sur le hub nord, on a mis en place, que Sébastien a mis en place chez lui, c'est-à-dire un VMSS. Donc c'est un ensemble de machines qui vont se multiplier ou se réduire en fonction de la charge. Donc, je prenais l'exemple du e-commerce tout à l'heure. Imaginez un site de e-commerce le jour d'un Black Friday. Il faut qu'ils aient, si c'est une infra on-prem, la totalité de la capacité d'absorption de la charge en permanence, alors que sur le cloud, on va pouvoir mettre uniquement ce qui est nécessaire à l'instant T. Et si jamais ce qui est nécessaire à l'instant T n'est plus suffisant, eh bien, on va déployer des nouvelles instances automatiquement pour venir absorber cette charge. Et puis à l'inverse, quand la charge redescend, on supprime les instances pour que vous ne payiez en fait que ce que vous ne consommiez réellement. C'est ça un petit peu qu'on retrouve dans l'agilité du cloud. Et sur le hub sud, on retrouve un cluster, donc qui est un concept beaucoup plus standard dans la sécurité informatique, où on va avoir deux nœuds, dont un va être là au cas où il y a un problème sur le premier, mais ça peut être un problème qui va au-delà du logiciel lui-même. On peut avoir un data center entier qui tombe, et ces clusters-là, et ces VMSS-là également d'ailleurs, vont positionner des instances dans des zones de disponibilité du provider différentes, justement pour
pour éviter la perte d'un data center. Et on a vu récemment que c'était des choses qui étaient possibles. Le premier aspect de notre offre, je veux bien qu'on passe, le premier aspect de notre offre, c'est cette instance filtrante, mais cette instance va être aussi disponible sous d'autres formats, puisque les providers cloud sont aussi agiles dans leur évolution. Je voudrais prendre l'exemple de Azure V1, qui est un concept que Microsoft a sorti l'année dernière, qui est une espèce de hub d'interconnexion pour venir connecter à la fois des VNet, mais aussi des infrastructures physiques distantes, donc soit que ce soit des data centers, des sites distants, ou voire même des utilisateurs distants, et donner la connectivité à des VNet qui sont positionnés dans Azure. Eh bien, avant la sortie de V1, Checkpoint avait déjà développé un partenariat avec Microsoft pour venir positionner des instances de firewall en mode service insertion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute la couche réseau à gérer pour rediriger les flux vers ces firewalls-là. C'est directement le hub V1 qui va rediriger le trafic sur nos firewalls pour venir appliquer du coup du filtrage, voire avancer avec de l'IPS et des outils de prévention avancés. Voilà, donc l'offre cloud, elle repose à la fois sur les firewalls qui vont être déployés en mode cloud et pouvoir filtrer le trafic, mais également sur le management, où on va pouvoir venir ingérer, je veux bien qu'on passe, des objets cloud pour venir les utiliser dans les politiques de sécurité. Donc on va retrouver à la fois ces objets-là dans la console qui se mettent à jour en temps réel. Et donc, lorsque vous avez une politique de sécurité qui utilise déjà ces objets, lorsqu'il y en a des nouveaux qui sont créés dans le cloud, automatiquement, ils matchent les règles que vous avez utilisées avec ces objets. Donc, en général, la plupart des choses qu'on voit sont l'utilisation des tags, puisque c'est des composants qui sont déjà utilisés à l'intérieur même des cloud providers. Et ces tags vont être communs que vous utilisiez un ou plusieurs cloud providers. Vous avez en général une seule politique de tagging. Donc, c'est très simple comme objet à utiliser dans les politiques de sécurité. Et dès que vous positionnez le tag sur un objet, automatiquement, il va matcher les règles de sécurité sans la moindre action d'un administrateur de sécurité à ce moment-là. Alors, Sébastien, je ne sais pas si vous voulez nous dire ce que vous utilisez, vous. Alors, on peut rester sur la slide. Ouais, bah tout à fait. Nous, on utilise les tags. On utilisait historiquement les tags sur la partie VMware, sur la partie vCenter, et qui marchait très bien avec les boîtiers de Checkpoint. Et sur la partie Azure, on a refait pareil, effectivement. Comme tu disais, on utilise ces tags et c'est une seule façon de tailler. Ça nous permet après de faire corréler et de faire matcher les règles de sécurité. Voilà. Et vous trouvez sur la droite la liste de tous les objets data center qu'on est capable d'absorber aujourd'hui. Bien sûr, c'est une liste qui évolue au fil des versions. Et on a aussi un objet qui s'appelle le générique data center, qui est le dernier de la liste, qui permet de venir absorber un fichier JSON, donc qui serait en fait un moyen de venir fournir des bases d'infos sans l'action d'un admin sécurité. On peut passer à la suite. Très bien, merci beaucoup Adrien pour ces informations sur nos solutions de Checkpoint. Donc maintenant, je rebondis du coup Sébastien sur les prochaines étapes que tu vois. Alors, je pense que je suis désolé. Je crois qu'on a aussi abordé ce sujet sur les impacts. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir un tout petit peu sur les impacts physiques qu'il y avait. Donc, si on peut avancer d'une ou deux slides. Donc, on était sur les impacts sur les équipes et sur l'infrastructure. Et sur l'infra, voilà, encore une. Voilà. C'est pas quelque chose qui est en place chez Sébastien, ce que je vais vous montrer, mais effectivement, l'agilité qui est offerte avec les nouveaux outils qu'on trouve dans le cloud provoque des réflexions sur les environnements physiques pour venir retranscrire un petit peu cette agilité à l'intérieur du data center on-premise. Donc, on parlait de containerisation tout à l'heure. On a dans notre portfolio aujourd'hui une capacité de fournir cette agilité sur le filtrage réseau physique à l'intérieur du data center. Et cette solution chez nous s'appelle Maestro. Pour vous la décrire rapidement, Maestro est composé de deux éléments. Ce qu'on appelle l'orchestrateur à gauche, qui ressemble à un switch, qui est en réalité un switch qui va aussi load balancer du flux et qui peut être perçu comme la carte réseau d'un firewall standard. Donc, vous allez raccorder sur ces orchestrateurs
à la fois vos routeurs, l'accès Internet, les DMZ, le LAN, les interfaces qu'on retrouve sur un firewall classique. Et vous allez aussi rajouter sur ces orchestrateurs des appliances physiques qui ne sont vues que comme des unités de calcul pour analyser les flux qui vont transiter. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir multiplier ces unités de calcul pour faire évoluer l'infra de sécurité sans avoir à changer la couche réseau, sans avoir à changer la version, sans avoir à changer la config. On va simplement fournir une évolutivité au firewall en ajoutant des briques. Alors, soyez pas inquiets, on a sur cette slide un gros modèle de notre gamme, donc les bons en termes de capacité de traitement sont très gros, mais tous les modèles de notre gamme sont aujourd'hui intégrables dans Maestro, enfin, tous les modèles rackables en tout cas. Donc on peut avoir des évolutions bien plus petites. Et on peut empiler comme ça jusqu'à 52 boîtiers sur un même orchestrateur. L'autre intérêt de cette infra, on peut passer à la suivante, c'est qu'on peut segmenter en fait l'attribution, le rôle de chaque plateforme physique en des rôles logiques. Donc, par exemple, ici, j'ai créé deux environnements différents qui sont raccordés au même orchestrateur. Il y a un firewall interne qui va sécuriser la sortie Internet et un firewall interne qui va faire le filtrage Est-Ouest et un externe qui va sécuriser la sortie Internet. Et on peut avoir des boîtiers qui vont se déplacer d'un rôle à l'autre pour venir absorber des pics de charge, un petit peu comme on fait sur le cloud. Et donc, par exemple, la journée, il y a beaucoup d'utilisateurs sur site qui vont générer beaucoup de flux Internet, donc il y a une capacité forte sur la gestion du firewall externe. Et à l'inverse, la nuit, il y a beaucoup de backup dans le data center, on a besoin de plus de performance pour les filtrer sur le firewall interne. Et donc, on peut avoir des firewalls comme ça qui vont changer de rôle en fonction du besoin d'absorption de capacité. D'avoir complété du coup cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu peut-être ta vision, Sébastien, sur les prochaines étapes de ce move to cloud que tu entrevois aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors sur la partie prochaines étapes, nous, ce qu'on voit de notre côté entreprise, c'est d'utiliser tout ce qui est natif dans le cloud. Les services qui seraient compliqués d'installer soi-même on-prem. On peut penser peut-être à notamment l'intelligence artificielle. On peut penser à ce type de service, la partie business intelligence. C'est possible de l'installer chez soi, mais ça demanderait peut-être beaucoup de compétences et beaucoup de ressources. Et donc là, l'idée, c'est de se dire on a des services qui sont déjà livrés clé en main. Et donc l'idée, c'est comment aller les utiliser et comment vraiment interconnecter notre système d'information avec ces nouveaux outils. Et vraiment les faire partie intégrante du système d'information de notre entreprise. Donc après, c'est l'idée aussi d'avoir cette forme d'agilité entre le on-prem et le cloud et de pouvoir faire vraiment ainsi comment cohabiter les différents environnements, différents services, peu importe où ils se trouvent. On a la capacité d'aller chercher ces services et ces ressources en fonction des besoins. D'accord. Donc, tu continues à identifier quelles sont les applications. Il serait intéressant de les mettre sur le cloud et d'autres probablement que tu vas garder. Parce que est-ce que là, l'idée, c'est de continuer à avoir un environnement hybride ou peut-être d'aller en full cloud? Peut-être c'est des choses qui... Pour l'instant, nous, on s'est plutôt orienté sur la côté hybridation. D'accord. C'est-à-dire que, en fonction du besoin, on va aller chercher, on va déplacer des fois simplement des briques d'une application qui ont besoin d'un service cloud bien précis. On met les liaisons qui vont bien et sans dégrader le service et on va ainsi consommer du service cloud en fonction du besoin. Mais on veut avoir cette capacité de pouvoir. Aujourd'hui, on est mono cloud entre guillemets. On a qu'un seul opérateur de cloud, mais on a dans l'optique aussi d'avoir peut-être plusieurs opérateurs de cloud. D'aller chercher vraiment les meilleures opportunités en fonction de ce qui nous sera proposé. Ouais. D'accord. Donc là, aujourd'hui, à partir du moment où on passe le pas de se dire, je regarde vers le cloud l'intérêt, je veux plus d'agilité. Du coup, j'ai ma réflexion qui mûrit. Moi, généralement, j'ai des remontées de clients qui vont me dire, c'est vrai que j'ai l'envie, mais j'ai cette peur, j'ai cette appréhension de mettre mes applications, mes objets dans le cloud, parce que je vais avoir une perte de contrôle, de la sécurité. Parce qu'on a cette idée un petit peu du cloud. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui, une valeur ajoutée vraiment en plus de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, pour passer le pas, pour vraiment être en sécurité et passer le pas
vers cette transformation? Alors, nous, on a eu la même appréhension. C'est sûr, hein, de notre côté, on est une société d'assurance, donc on est sous le régime des banques assurances en France et en Europe. On a toute une série de réglementations à respecter. Donc c'est des sujets qui nous tiennent aussi à cœur. On se pose les questions. Nous, ce qui nous a permis aussi d'y voir un peu plus clair, c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est adopté pas que par notre entreprise, par plein d'autres entreprises. Dans les usages, on voit bien que beaucoup de personnes ont fait déjà le pas de passer sur ce type de technologie, que ce soit même aussi des services publics, hein, qui ont passé le pas. Et nous, ce qu'on voit, c'est l'opportunité d'utiliser ces services, parce que de les mettre chez nous, ça n'aurait pas de sens. On serait obligé de construire des infrastructures tellement importantes et d'avoir des personnes tellement expertes sur ces domaines-là, Dédiées aussi. et dédiées, et que ça n'aurait pas de sens de vouloir le construire soi-même. On pense par exemple à l'intelligence artificielle. Nous, on est une société d'assurance. Voilà, on a des sinistres, on a des contrats. C'est beaucoup de papier. L'intelligence artificielle, on sait qu'on a un projet, voilà, d'aller commencer à aller rechercher des informations, des statistiques dans ces contrats, dans ces sinistres, pour ressortir de la donnée qui nous serait importante et pertinente pour notamment le comité de direction et la direction de l'entreprise. Donc voilà, on sait qu'on a des produits qui sont livrés clé en main, qui sont supportés, qui sont fiabilisés, qui sont sécurisés. Et pourquoi vouloir les créer soi-même chez soi? C'est possible, mais ça serait pour nous ça demanderait trop d'efforts, trop de temps et trop d'argent. Aussi, peut-être. Donc c'est pour ça, on avait ces craintes, mais ces craintes, finalement, quand on se penche sur les sujets, on se rend compte que voilà, on n'est pas tout seul à avoir ces craintes, mais maintenant il y a quand même pas mal de garanties qui sont données. On est là dans la capacité de dire où sont stockées nos données, comment protéger ces données, et voilà, si on est bien formé aussi sur ces produits, on a la capacité de pas faire ces mauvaises configurations comme je disais au début. Et de pas avoir ces problèmes de fuite de données aussi qui pourraient arriver, quoi. Très bien. Qu'on a la formation des équipes et aussi peut-être le choix du fournisseur qui accompagne aussi ces sujets, je pense, qui est important. Très bien, merci. Donc, on a parlé du coup des prochaines étapes de ce move to cloud. Tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Et du coup, je vais te laisser un petit peu la main, s'il te plaît, Adrien, pour compléter ce qu'on vient de se dire. Oui, je voulais profiter de donc merci beaucoup déjà Sébastien pour ce témoignage. Je voulais profiter aussi du sujet pour détailler le reste de l'offre CloudGuard, donc l'offre qui est dédiée à tout ce qui touche à l'agilité. Donc il y a aussi du cloud on-premise qui permet parfois de donner de l'agilité. Mais là, je voulais plutôt me tourner vers la partie cloud public avec ce qu'on appelle l'approche Synap, qui offre un set de solutions pour maîtriser et gérer toute la sécurité qui se passe dans le cloud. Donc il y a plusieurs briques qui composent cette approche. Il y a le CSPM qui permet de donner un cadre de conformité, le Workload Protection et le KIEM notamment aussi sur tout ce qui est permission. Et cet outil présente ça sous forme de gestion de risque. Et donc j'aimerais vous présenter rapidement quelques-unes de ces capacités. Donc si on peut passer à la suivante. Donc la première capacité, c'est le CSPM, donc pour Cloud Security Posture Management. C'est un outil qui permet déjà de donner de la visibilité, donc qui va lister tous les assets présents sur le cloud, voir leur politique de sécurité, et vous allez pouvoir appliquer sur cet environnement un cadre de conformité. On propose, nous, des normes déjà traduites dans nos propres politiques de sécurité, mais vous pouvez bien entendu créer les vôtres, partir d'une qu'on propose pour l'adapter à ce que vous voulez. C'est un langage assez user-friendly pour configurer ça. Et on va appliquer en continu cette politique de sécurité. Donc, par exemple, si vous voulez être conforme à la RGPD, vous avez sur le haut de l'écran une règle qui impose la localisation physique des machines en Europe, ou à l'intérieur en tout cas de l'Europe. Et dès que vous allez avoir quelqu'un qui va créer une machine à l'extérieur de l'Europe, vous allez avoir une alerte et potentiellement de la remédiation. Le deuxième outil que je voulais mettre en avant, c'est le KIEM. Donc le KIEM, c'est l'outil qui va permettre de contrôler un petit peu la gestion des identités. On peut passer à la suivante.
dans le cloud, tout est question de permission. Je crois qu'il y a un petit problème sur la slide. Tout est question de permission, y compris l'accès physique au data center qu'on aurait on-premise est géré en termes de permission. Donc, au travers de ces permissions, on va pouvoir autoriser l'accès, la création de nouvelles machines, la suppression de nouvelles machines. Donc, imaginez sur une infra on-prem que vous utilisiez un compte route, par exemple. C'est déjà quelque chose qui n'est pas très naturel. Donc, sur le cloud, il est important qu'on n'ait pas trop de permissions données à un compte à privilège. Donc, sur cette image, vous voyez notamment une politique qui s'applique sur un environnement containerisé. Et cette politique a beaucoup de permissions, puisqu'on voit en haut à droite le score de 99, qui correspond à la puissance, si vous voulez, des permissions données à cette politique de profil. Et ensuite, au travers des logs qu'on voit, donc les actions réelles qui sont faites sur cet environnement, on va pouvoir dire s'il y a un écart entre ce qui est possible de faire et ce qui est fait de manière fréquente sur ces environnements-là. Et donc, ça permet de créer de l'alerting pour dire attention, là, ce profil de droit est beaucoup trop permissif et ça devient un vrai risque parce que cette machine, elle peut du coup générer des perturbations sur l'environnement cloud. Le troisième élément, c'est le CWPP. Donc, CWPP, on peut passer sur la suivante, c'est un environnement qui va sécuriser toutes les charges de travail. Donc, dans les charges de travail, on va retrouver les containers, on va retrouver aussi tout ce qui est serverless ou tout ce qui est fonction sur Azure, parce que ça peut venir aussi avec son lot de risques, notamment dans des environnements containers, vous allez souvent faire appel à des images. Ces images vont parfois être développées par vous, mais parfois vous allez vous appuyer sur des images qui viennent de l'extérieur. Donc, on va scanner les repositories pour faire des scans de vulnérabilité ou des scans de risques liés à ces images et vous les présenter au travers de dashboards comme celui que vous avez sous les yeux. Voilà, je voulais présenter ces trois solutions et la dernière brique, c'est l'approche sous laquelle on présente les résultats de ces différentes solutions. Qui est ce qu'on appelle un ERM, donc une approche basée sur la gestion du risque. Et vous avez en fait une priorisation du niveau de risque de l'infra. Donc là, vous voyez, j'ai fait un filtre sur un environnement Azure et vous avez un serveur qui est en haut de cette liste, qui a un risque au-delà de 8. Et si on clique justement sur ce serveur, vous allez voir quels sont les risques associés à cette machine. Donc on peut passer sur l'image suivante. Et on voit notamment qu'il y a un lot de vulnérabilités associées à cette machine liée à l'OS, aux logiciels qui vont être installés dessus, qui est assez élevé. On voit aussi s'il y a des menaces qui sont présentes, s'il y a des mauvaises configurations qui sont présentes. Et on va également pouvoir constater le degré d'exposition de cette machine, donc quels sont les éléments qui lui sont liés et qui protège un petit peu son exposition sur Internet. Voilà, tout ça au sein d'une seule vue, ça vous donne la visibilité sur le risque lié à chaque machine. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce cloud. Merci encore Sébastien. Et on peut du coup peut-être passer aux questions. On va regarder. S'il y en a. Tout à fait. Si vous avez des questions, du coup, comme on a écrit dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. On pourra y répondre. Et si les questions viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter l'équipe Checkpoint France. On est à votre disposition pour y répondre. Donc, on va attendre juste quelques petites minutes parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui écrivent. Du coup, peut-être que on va avoir quelques petites questions. Du coup, en attendant, merci encore Sébastien pour ton témoignage. Merci Adrien d'avoir présenté les solutions Checkpoint. Et on va vous dire du coup merci à vous d'avoir été présents. Du coup, on va vous dire peut-être à très bientôt. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut laisser un petit peu peut-être les... Oui, on pourra les envoyer, mais il y en avait certaines qui devaient être masquées. On les supprimera avant d'envoyer. On pourra, sans problème. On pourra vous envoyer les slides. Du coup, on a une question. Comment se fait la mutualisation des différentes technologies et quelle est
problème de sécurité que ça pose. Alors, comment se fait la mutualisation des différentes technologies? Alors, vous parlez, est-ce que vous pourriez détailler la question? Est-ce que vous parlez du portfolio Checkpoint ou est-ce que vous parlez vraiment du cas d'usage de Sébastien? C'est vrai que la mutualisation des solutions peut avoir plusieurs fournisseurs au sein d'une entreprise. Je pense que c'est une question pour moi, oui. parce que j'ai parlé beaucoup de consolidation du portfolio. De Azure. Ok. Dans le contexte de Sébastien, en fait, la consolidation, elle est faite parce que la management qui gère les firewalls on-premise, c'est la même que celle qui gère les firewalls cloud. Donc, pour les admins sécu, ça ne représente pas une charge supplémentaire et au contraire, on va pouvoir utiliser les objets du cloud, y compris sur les firewalls physiques. Donc, les politiques de filtrage, elles sont liées, entre guillemets. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux compléter. Oui, je vois la question et on parle de Azure, on parle des autres. Alors nous, effectivement, de toute façon, il faut sur la partie sécurité, ce qu'on a vu, c'est qu'on a l'obligation et comment on appelle ça, c'est réglementaire, mais pour bien gérer cette sécurité, on a l'obligation de récupérer la maximum de logs. Donc c'est les logs de sécurité. Donc là, pour le coup, la console Checkpoint nous aide énormément pour le fait d'avoir ces différents firewalls un petit peu éparpillés sur différents data centers, des clouds privés, du cloud public. On récupère ces logs. Ces logs, après, il faut les corréler. Et en général, ce qui est bien d'avoir, c'est un SIEM. C'est ce qu'on utilise, nous, chez nous. Et on est dans la capacité d'aller corréler les logs de notre firewall, des logs de notre proxy, les logs de nos antivirus, les logs de nos postes de travail, etc. Tous les événements de sécurité peuvent être ainsi corrélés. Et c'est là où qu'on apporte une certaine cohérence et une certaine gestion plus facile sur la partie sécurité quand on a toute cette centralisation de logs qui est apportée par Checkpoint sur la partie management, mais aussi qu'on apporte à côté via du SIEM sur tous les environnements d'une infrastructure IT. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Alors, Sébastien, au-delà des sujets liés à la sécurité, à travers la présentation, comment vous avez géré la conformité au RGPD? Quid des contrats existants avec les clients? Vous avez tous revu pour ajouter Microsoft et Checkpoint comme sous-traitants. Donc, comment dans les contrats, je pense, oui, la conformité au RGPD. Est-ce que tu as traité d'une façon spécifique le Move to Cloud? Sur cette partie Move to Cloud, effectivement, oui, on a bien une mention qui a été mise à jour sur toute la partie contractuelle avec nos clients, sachant que la plupart des données aujourd'hui métiers aujourd'hui ne sont pas exposées sur la partie cloud. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on avait une centaine d'applications critiques. La vingtaine d'applications qu'on a migrées, c'est beaucoup de services, donc plutôt orientés utilisateurs internes, et des applications, on va dire un peu ad hoc, qui n'ont pas forcément de lien direct avec les utilisateurs, donc il n'y a pas de notion de données personnelles pour le RGPD, c'est la notion de données personnelles qui serait stockée dans le cloud de nos clients. Mais effectivement, sur la partie contractuelle, on l'a prévu puisque de toute façon, il y a de la migration d'applications métiers qui arrive. Et donc, cette notion de modification des contrats, effectivement, est prévue. Est-ce que les sauvegardes des logs sont on-prem ou dans le cloud Après, pour notre part, c'est directement du service qu'on a souscrit dans le cloud, effectivement. Il y a la possibilité d'avoir des logs. Est-ce que si c'est les logs Checkpoint, le management est encore on-prem? Alors le management, alors pour le coup, on a les deux sur la console Checkpoint pour le coup. Comme la console est on-prem, elle est à la fois sauvegardée en local, puisque par défaut c'est de la machine locale, donc on la sauvegarde. Mais comme on utilise un service cloud pour la corrélation des logs, ils sont aussi sauvegardés dans le cloud. Et après c'est pareil, c'est aussi une notion de RGPD. C'est à nous de définir le temps qu'on garde les logs à disposition. Et pour notre part, on a considéré que c'était un an. Un an. Très bien.
qu'il y avait d'autres questions peut-être? Externalisation des... Ouais, Une autre question? Ouais, j'ai du mal à lire. Donc... Comment gérez-vous Désolé, c'est écrit tout petit. l'externalisation des lois USA? Je pense que ça ne concerne peut-être pas ta société, du coup, la partie USA. Si, c'est peut-être par rapport à Azure côté Microsoft. Donc Oui, c'est un sujet qu'on suit. Largement. Ouais, tout à fait. C'est un sujet qu'on suit de près. Sur cette partie-là, bon, à savoir que dans notre entreprise, effectivement, on a une personne qui est dédiée sur ce sujet-là, qui suit ce. Je serais peut-être pas la meilleure personne pour répondre sur cette partie-là. Maintenant, il y a les lois américaines, effectivement, il y a les lois européennes, elles se contredisent. Donc aujourd'hui, c'est une bataille qui dépasse les entreprises. Donc de toute façon, entre ces lois, on n'a aucune certitude, ça c'est sûr. On n'aura jamais de certitude, on en est conscient. Maintenant, voilà, il y a l'Europe et les États-Unis qui s'affrontent avec ces différents types de lois. On attend de voir cette partie-là. C'est vrai qu'il faut s'adapter tous les jours, et dans certains secteurs, c'est de plus en plus compliqué parce que c'est très réglementé. Et, du coup, je pense que les équipes spécialisées font leur job pour limiter les... Nous, après, nous, de notre côté Azure, de toute façon, c'est déjà interdit de sortir la partie Europe, sur tout ce qui est hébergement. Effectivement, on est plutôt européen, donc on n'a pas d'obligation, enfin, on n'a pas de besoin à aller héberger un peu worldwide nos applications. Donc déjà, on les a restreintes à ce niveau-là. Voilà, si ça peut répondre un petit peu aux questions. Mais on sait que voilà, côté USA, il y a ces fameuses lois qui sont un peu compliquées à gérer, mais voilà, c'est un petit peu un débat entre deux puissances mondiales, entre les États-Unis et l'Europe. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Alors pour les slides, aucun souci, on vous enverra les slides après le webinar. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci.